Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter donc des prélèvements privés du chef d'entreprise. Pour présenter donc ce webinaire, je vais faire une petite introduction générale et ensuite nous verrons quelques points particuliers des prélèvements privés, à la fois pour le chef d'entreprise qui se trouve dans le cadre d'une structure individuelle et celui qui se trouve dans un cadre sociétaire. Et enfin, nous verrons quels peuvent être les leviers en temps de crise pour adapter sa rémunération ou ses prélèvements privés pendant des périodes un petit peu plus difficiles. Donc, les prélèvements privés sur le compte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles par son dirigeant sont des opérations courantes que l'on rencontre fréquemment chez nos clients. Une des particularités et des difficultés que l'on peut rencontrer, c'est que les chefs d'entreprise sont indépendants, ont un statut de travailleur indépendant et ne perçoivent pas de salaire. Donc, ils ne connaissent pas forcément le montant qu'ils peuvent prélever. Pour autant, il faut bien que le chef d'entreprise prélève de l'argent sur le compte de l'entreprise pour se rémunérer et faire face à ses obligations personnelles. Dans ce contexte, les prélèvements personnels du dirigeant doivent donc faire l'objet d'une attention toute particulière. Et comme je viens de l'expliquer, c'est donc une notion plus complexe qu'il n'y paraît et qui peut avoir des incidences sur la vie de l'entreprise. Il faut oser le dire, dans certains cas, les prélèvements privés du chef d'entreprise, s'ils sont mal ciblés ou d'un niveau trop élevé par rapport à la rentabilité de l'entreprise, peuvent engendrer des difficultés sur son entreprise. Les prélèvements personnels ne s'analysent pas de la même façon pour une entreprise qui se trouve sous une forme individuelle, pour une entreprise qui se trouve sous une forme sociétaire ou pour une entreprise qui est soumise à l'impôt sur le revenu ou bien à l'impôt sur les sociétés. Donc ce sont ces différents points que l'on va essayer de regarder pendant ce webinaire. Nous allons commencer donc par analyser les prélèvements privés pour un chef d'entreprise qui se trouve sous une forme individuelle. Quelques particularités que l'on rencontre, c'est que le chef d'entreprise d'une TPE utilise parfois le compte bancaire de son entreprise pour financer ses besoins personnels, ce qui entraîne des risques de confusion. Et même lorsqu'il a deux comptes bancaires, un professionnel et un privé, on peut rencontrer parfois des difficultés, c'est-à-dire des difficultés qui sont liées au niveau des prélèvements privés à déterminer. Très régulièrement, on peut entendre un chef d'entreprise nous dire « j'ai de l'argent sur le compte professionnel, donc je peux le prélever ». Ce n'est pas aussi simple, on va le voir tout à l'heure. Sur un plan un petit peu juridique, faisons un petit peu de juridique pour vérifier s'il y a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel. A priori, il n'y a pas d'obligation particulière dans une entreprise individuelle d'ouvrir un compte bancaire professionnel parce que cette entreprise n'a pas de capital social. Pour autant, la loi Pacte du 22 mai 2019 nous précise que dès lors qu'un chef d'entreprise sous une forme individuelle a dépassé pendant 2 années civiles consécutives un montant de 10 000 €, il y a lieu d'ouvrir un compte dédié à l'activité de l'entreprise. Autre particularité, le compte bancaire que l'on appelle compte professionnel est tout simplement un compte bancaire au même titre que le compte bancaire privé, mais qui est dédié, qui est affecté à l'activité professionnelle. C'est juste un autre compte personnel qui est relié à l'activité professionnelle. Ce compte est distinct du compte courant que le chef d'entreprise utilise pour ses dépenses privées afin que les transactions personnelles et professionnelles soient bien différenciées. Autre particularité qui est liée à la situation des chefs d'entreprise, c'est que parfois, un peu à tort, ils utilisent le compte bancaire professionnel comme un compte bancaire privé. C'est une opération courante que l'on retrouve chez nos clients et en faisant de cette manière, on va retrouver sur le compte bancaire professionnel donc des dépenses liées aux courses privées, au paiement du loyer de la maison, des frais de restaurant personnel, etc. Ce qui n'est pas bon au niveau de la gestion de l'entreprise, mais également sur un plan fiscal. En conséquence, il est bien judicieux dans le cadre d'une entreprise individuelle de différencier les opérations financières sur 2 comptes bancaires distincts, un privé et un professionnel. Cela permet de séparer les opérations commerciales de celles réalisées en tant que particulier afin d'éviter toute confusion fiscale et comptable. Mais également pour éventuellement nommer un mandataire sur un compte particulier et également pour pouvoir souscrire à des services réservés aux professionnels. Donc 2 comptes bancaires, un professionnel, un privé, c'est sûrement la bonne voie à prendre.
Rentrons un peu plus dans le détail maintenant de ce qu'est un prélèvement privé et comment ça se passe au niveau de l'entreprise. Un prélèvement privé correspond en fait à un mouvement bancaire du compte dédié à l'activité professionnelle vers le compte bancaire privé à des fins d'utilisation personnelle. Donc c'est bien un mouvement de trésorerie entre deux comptes bancaires que l'on retrouve. La particularité de cette opération, c'est que ce n'est pas une charge. Ce n'est pas une charge pour l'entreprise, donc elle n'est pas déductible sur un plan fiscal. Pour autant, cela génère bien une diminution de la trésorerie. Autre particularité, c'est que ce prélèvement privé, qui peut être important en fonction des situations, ne constitue pas non plus la base d'imposition du chef d'entreprise. Au-delà des aspects juridiques et comptables, comment le chef d'entreprise doit-il définir le montant de ses prélèvements privés sur une structure individuelle ? Au préalable, il est nécessaire de comprendre que le résultat fiscal de l'entreprise ne correspond pas forcément au montant à prélever pour les besoins personnels du chef d'entreprise. C'est là la difficulté. Donc c'est bien tout ça que l'on va essayer de regarder un petit peu plus dans le détail et nous allons essayer de voir à quel point il est important de définir le montant de ces prélèvements privés pour ne pas dégrader la trésorerie du chef d'entreprise. Par exemple, un artisan qui dégage un bénéfice comptable et fiscal de 20 000 € peut-il prélever 20 000 € pour ses besoins privés ? La réponse est peut-être. En effet, le résultat comptable ne correspond pas au solde bancaire de l'entreprise. C'est bien là toute la difficulté. Le résultat comptable est déterminé à partir des recettes et dépenses de l'entreprise, mais il ne prend pas toujours en compte des opérations de trésorerie, par exemple l'amortissement des investissements. Aussi, pour ne pas se tromper et pour bien déterminer le niveau des prélèvements privés du chef d'entreprise, il y a lieu de partir de ce que l'on appelle de l'excédent brut d'exploitation. Par exemple, un artisan qui réalise un résultat comptable de 15 000 € avec un EBE de 50 000 € pour 15 000 € d'annuité pour rembourser les emprunts et un cycle de charge de 120 000 €. Le calcul serait le suivant. Nous partons donc de notre excédent brut de 50 000 € auquel on retranche les 15 000 € d'annuité ainsi qu'une provision pour consolider la trésorerie de 12 000 € qui correspond à 10% du cycle de charge. Cela nous donne un revenu disponible de 23 000 €. On voit bien qu'au cas présent, le revenu disponible de 23 000 € est supérieur aux résultats comptables de 15 000 € et ce revenu disponible correspond au montant que pourra prélever le chef d'entreprise pour régler ses besoins personnels. Attention, un point de vigilance, avec cette somme, il devra également payer le montant de l'impôt sur les revenus. Donc le chef d'entreprise, dans ce cadre-là, devra être vigilant sur la durée des amortissements, mais également au délai d'encaissement des créances pour ne pas dégrader la trésorerie. Si toutefois, ce chef d'entreprise souhaitait prélever davantage que le revenu disponible, donc qui était de 23 000 €, il faudrait obligatoirement qu'il augmente le niveau de l'excédent brut d'exploitation. Cela veut dire quoi ? Cela signifie de développer le niveau de son chiffre d'affaires tout en maîtrisant ses charges ou alors, à l'inverse, compresser ses charges, faire des économies d'échelle par exemple, tout en maintenant le niveau de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, le BE devrait progresser et devrait pouvoir augmenter ses prélèvements privés. Prenons un autre exemple. Donc un autre exemple dans lequel le résultat comptable est maintenant de 15 000 € et toujours de 15 000 € avec un excédent brut de 50 000 €. Pour autant, le montant des annuités est plus élevé. Il s'élève à 30 000 €. Le cycle de charge est identique. Dans ce contexte, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a déduit le montant des annuités à l'excédent brut d'exploitation, son revenu disponible est plus faible, il est de 8 000 €. Ce qui veut dire que malgré un résultat comptable de 15 000 €, il ne pourra prélever sur l'entreprise sans dégrader sa trésorerie qu'une somme de 8 000 €. Donc dans l'exemple que l'on vient de voir, le résultat courant est supérieur au revenu disponible. On peut imaginer que dans ce cas-là, le dirigeant ait manqué tout simplement de fonds propres au moment de la création de son entreprise, par exemple, et qu'il a dû emprunter un peu plus fortement.
ce qui peut expliquer une annuité de remboursement d'emprunt élevée. Ce chef d'entreprise devra être donc vigilant sur les points suivants. Il devra limiter ses prélèvements privés aux revenus disponibles, soit 8 000 €, malgré le fait qu'il ait un résultat supérieur. Améliorer la rentabilité de son activité pour augmenter sa capacité de prélèvement privé. Veiller à consolider le fonds de roulement. Amener éventuellement des fonds propres pour diminuer la pression des annuités. Regardons un petit peu maintenant les aspects fiscaux de ces opérations. Sur les deux exemples que l'on vient de voir, en fait, on s'aperçoit que sur la base d'un chef d'entreprise qui se trouve dans une situation familiale célibataire, sans enfant, le montant de l'impôt sur le revenu devrait être d'environ 700 € pour un niveau de cotisation sociale autour de 7 000 €, alors que le revenu disponible varie entre 23 000 et 8 000 € en fonction des hypothèses. On voit bien dans ces situations que le niveau de prélèvement privé du chef d'entreprise n'a pas de lien avec le niveau d'imposition, son niveau d'imposition, et le seul lien qu'il y a, c'est que le montant de l'impôt est calculé sur le résultat comptable, ainsi que les cotisations sociales. Autre petite particularité, peut-on considérer qu'une entreprise individuelle puisse se facturer à elle-même certains frais professionnels? Par exemple, est-ce qu'un véhicule utilisé à la fois à titre personnel et pour des raisons professionnelles peut-il faire l'objet de charges déductibles? Est-il possible également, ce que l'on retrouve assez fréquemment, de se louer à soi-même un bien immobilier, par exemple une maison dans laquelle on aurait un garage, un bureau, utilisé pour le compte de l'activité professionnelle? La réponse est oui. En ce qui concerne les frais de véhicule, utilisés donc à des fins professionnelles et à des fins personnelles, en effet, l'administration fiscale tolère et accepte qu'une quote-part des frais affectés à l'activité professionnelle soit déductible du revenu, donc des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Faut-il encore justifier donc des différents frais et charges afférentes à son utilisation professionnelle? Par exemple, les primes d'assurance, les frais d'entretien et de réparation, les frais d'essence. Pour les professions libérales qui relèvent des bénéfices non commerciaux, les frais kilométriques peuvent être évalués forfaitairement sur la base du barème qui est donné par l'administration fiscale. En ce qui concerne la location d'un bien immobilier, là aussi, il y a la possibilité de le déduire sur un plan fiscal. Donc on parle bien d'un bien immobilier utilisé à des fins professionnelles et à des fins personnelles. Et le chef d'entreprise a la possibilité de s'allouer un loyer théorique qui sera déductible du résultat professionnel. Par contre, ce loyer déductible au niveau de l'entreprise individuelle sera imposable dans la catégorie des revenus fonciers à titre personnel. Au cas présent, si on retient donc des frais de véhicule qu'on aurait pu estimer à 3 000 €, une location à soi-même de 2 500 €, à partir d'un résultat comptable de 15 000 €, on aurait une diminution du résultat qui s'élèverait donc à 9 500 €. Le montant de l'impôt sur le revenu passerait de 700 € environ à 285 € et les cotisations sociales versées au SSI passeraient de 7 000 € à 4 400 € environ. En procédant comme cela, les ressources du dirigeant demeurent inchangées. L'entreprise a pris en charge des frais de véhicule et a versé un loyer au chef d'entreprise. Donc on n'a pas modifié le niveau de ressources du dirigeant. Par contre, son excédent brut d'exploitation est en baisse puisque le résultat comptable a baissé, ce qui n'est peut-être pas un avantage vis-à-vis des organismes bancaires et il diminue peut-être sa capacité à rembourser un nouvel emprunt. Voyons maintenant les prélèvements privés dans un cadre sociétaire. Pour une meilleure compréhension du sujet, je vais me limiter, pour l'exemple que je retiendrai, à une société de type EURL. C'est une SARL tout simplement avec un associé unique dans laquelle notre associé est le seul gérant. Et cette société est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés. Nous n'aborderons pas non plus le cas de l'EIRL, qui est une forme d'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui n'est d'ailleurs pas une société. Donc si on fait un petit peu de juridique à ce niveau-là, la différence avec une structure individuelle, c'est qu'une société, en dehors des sociétés de fait ou des sociétés en participation,
est une société qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qui détient un patrimoine propre. Par conséquent, elle est réellement titulaire d'un compte bancaire différent de celui des associés, ce qui n'est pas le cas sur la forme individuelle ou la structure individuelle, ou que le compte bancaire soit dédié à une activité professionnelle ou à titre privé, c'est toujours la même personne qui en est titulaire. L'ensemble des prélèvements qui sont effectués par les associés, sur le compte bancaire de la société, sont répertoriés dans ce que l'on appelle un compte courant associé. L'ensemble des mouvements financiers vont se retrouver dans ce compte-là. Il faut préciser que chaque associé possède un compte courant associé dès lors que les statuts le prévoient. Dans une société, un point important qu'il faut évoquer, c'est que pour pouvoir prélever une somme d'argent à titre personnel, il faut avoir une contrepartie. En effet, dans une SARL ou une URL, il y a une interdiction qui est prévue par le Code du commerce qui nous indique qu'un associé ne peut pas avoir ce que l'on appelle un compte courant associé débiteur ou négatif. En conséquence, pour pouvoir prélever une somme d'argent, il faut avoir en face ou une rémunération ou éventuellement une quote-part de résultat que l'on appelle dividende qui soit affectée. À quel moment les associés décident de fixer le montant de la rémunération du gérant ou de l'affectation du résultat? C'est tout simplement lors de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes, lorsque le gérant remet les comptes aux associés, qui du coup décident de comment affecter le résultat et de fixer le montant de la rémunération. Il est difficile, au niveau d'une société, de définir le montant susceptible d'être distribué aux associés sans dégrader la trésorerie de la société. Si nous reprenons un exemple un petit peu similaire à celui que nous avons vu sur l'entreprise individuelle, repartons donc d'un résultat comptable théorique de 30 000 € avant rémunération du gérant, une rémunération de 20 000 € brut par an. Le résultat comptable après rémunération est de 10 000 €. L'impôt sur les sociétés à payer de 1 500 €, ce qui fait un résultat comptable après impôt de 8 500 €. Le BE de cette société est de 40 000 €. Nous retrouvons nos annuités d'emprunt de 15 000 € et pour un cycle de charge de 120 000 €. Pour définir le revenu disponible que possède la société, il faut partir donc de cet excédent brut d'exploitation de 38 500 € auquel il faut retrancher les annuités et une provision pour consolider la trésorerie de 12 000 €. Le revenu disponible est par conséquent de 11 500 €, alors que le résultat comptable est de 8 500 €. On voit bien qu'il y a là un écart entre le résultat courant de la société qui est de 8 500 €. C'est ce résultat-là qui est susceptible d'être distribué aux associés, alors que le revenu disponible en trésorerie est de 11 500 €. En conséquence, la différence avec une entreprise personnelle dans un cadre sociétaire, c'est que la rémunération est une charge de la société et un revenu de l'associé. L'excédent brut d'exploitation qui aide à définir le niveau de disponibilité de l'entreprise se calcule après la rémunération des associés. Le revenu disponible que l'on calcule, il est pour la société et non pas pour les associés. C'est la société qui devra décider du niveau de la distribution. Autre particularité, en société, il n'est pas possible de faire un virement de la société vers le compte personnel sans le justifier sur un plan juridique par une contrepartie. La contrepartie est une rémunération, un dividende ou bien un compte courant associé en faveur de l'associé suite à des apports de trésorerie par exemple. Donc c'est une différence de taille avec la forme individuelle. Sur un plan fiscal, la particularité, c'est que dans le cadre d'une société, sauf la particularité des sociétés qui se trouvent sous le régime des sociétés de personnes, c'est la société qui paie un impôt et pour l'associé, celui-ci paiera un impôt personnel sur la base de sa rémunération ainsi que sur les dividendes perçus. On arrive maintenant au quatrième point du webinaire, donc c'est en temps de crise, comment déterminer sa rémunération pendant des périodes un petit peu difficiles. Comme on l'a vu, la rémunération doit être adaptée à la capacité et à la rentabilité de l'entreprise, c'est essentiel. Il faut donc que le chef d'entreprise se pose une question, a-t-il la possibilité de réajuster les charges de l'entreprise
Peut-il réajuster également les annuités des emprunts, les décaler dans le temps par exemple, et revoir son niveau de prélèvement privé pour ne pas dégrader la trésorerie de l'entreprise. Donc ce sont ces leviers-là sur lesquels il faut travailler dans des périodes difficiles afin de préserver l'équilibre financier de l'entreprise. Au-delà de ces critères que l'on vient de voir, il y a lieu de s'interroger sur le bon niveau de rémunération d'un chef d'entreprise et surtout l'équilibre entre rémunération et dividendes. Il n'y a pas que des considérations fiscales à prendre en compte, mais également sociales. Est-ce que ma rémunération va me permettre de valider des trimestres pour la retraite? Est-ce qu'elle est suffisante pour une couverture maladie ou en cas d'accident du travail? Ce sont des points aussi à analyser. Il faut également savoir que tout au long de ce webinaire, j'ai traité donc de chefs d'entreprise qui se trouvent sous un statut de travailleur indépendant, mais qu'il existe d'autres statuts en faisant le choix d'autres sociétés dans lesquelles le dirigeant peut avoir un statut assimilé salarié, comme par exemple la société par action simplifiée, SAS, qui a un vif succès depuis maintenant quelques années. Merci de votre attention. L'équipe juridique du CERF France Garonne et Tarn se tient à votre disposition donc pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Merci.